Vous sortez dans votre jardin en ce début de mars, le soleil est encore timide. Et là, surprise, les petites pousses vertes de votre ail perçant déjà la terre. Votre premier réflexe est la joie, mais une petite inquiétude s'installe. N'est-ce pas un peu trop tôt, surtout après cet hiver capricieux? Et si je vous disais que cette précocité est à la fois un danger potentiel et une opportunité incroyable? Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les 10 gestes absolument critiques à faire en mars pour non seulement sauver votre ail, mais pour le transformer et viser une récolte absolument gigantesque. Restez bien jusqu'au bout, car le 10e conseil est celui que 90% des jardiniers oublient, et il peut doubler la taille de vos bulbes. Pour bien comprendre l'enjeu, il faut se rappeler ce qu'a subi votre ail. Planté à l'automne, il a traversé les gelées, la neige et peut-être des redoux inhabituels. Un hiver difficile, avec des variations de température, peut perturber son cycle de dormance et le pousser à sortir de terre prématurément. Ce réveil anticipé le rend vulnérable. Le sol est souvent compacté, gorgé d'eau, ou, au contraire, déjà sec en surface. Les nutriments ne sont pas facilement disponibles, et les mauvaises herbes, elles aussi, n'attendent qu'un rayon de soleil pour démarrer leur course effrénée. Mars devient alors le mois charnière. C'est le moment où vous, le jardinier, intervenez pour corriger les déséquilibres de l'hiver et donner à vos plants d'ail le départ fulgurant dont ils ont besoin pour construire de futurs gros bulbes. Ignorer ces signes maintenant, c'est prendre le risque de voir vos plants végéter et de ne récolter que de petites têtes d'ail. Agir, c'est prendre le contrôle. Commençons par la toute première étape, l'évaluation post-hivernale. Avant de faire quoi que ce soit, prenez le temps d'observer attentivement votre parcelle d'ail. C'est un véritable diagnostic de santé. Marchez entre les rangs et regardez chaque plant. Y a-t-il des zones où rien n'a levé? Notez ces emplacements. Cela pourrait indiquer un problème de drainage ou des bulbes qui ont pourri. Observez la couleur des jeunes pousses. Sont-elles d'un vert franc et vigoureux? Ou voyez-vous des pointes jaunes? Le jaunissement peut signaler une carence en azote, un excès d'eau ou les premiers signes d'une maladie. Tirez très délicatement sur une feuille d'un plant qui vous semble faible. S'il vient sans résistance, il a probablement pourri. Cette inspection visuelle est fondamentale. Elle vous donnera une feuille de route claire pour les actions à venir. C'est un peu comme un médecin qui prend le pouls de son patient avant de prescrire un traitement. Sans ce bilan initial, vous risquez d'appliquer des soins inadaptés. Prenez des notes ou même des photos pour suivre l'évolution au fil des semaines. Cette simple observation de 15 minutes vous en apprendra énormément sur les besoins immédiats de votre culture. Maintenant que le diagnostic est posé, passons au premier soin actif, le désherbage. C'est une tâche qui peut paraître simple, mais en mars, elle est d'une importance capitale et doit être réalisée avec une grande délicatesse. L'ail déteste la compétition. Ses racines sont relativement superficielles, et chaque mauvaise herbe qui pousse à proximité est un concurrent direct pour l'eau, la lumière, et surtout les précieux nutriments du sol. Les jeunes pousses d'ail sont encore fragiles. Un désherbage trop agressif avec une binette pourrait endommager leurs racines, ou même couper les tiges. La meilleure méthode à ce stade est donc manuelle. Mettez vos gants, asseyez-vous sur un petit tabouret et arrachez méticuleusement chaque adventice à la main. Assurez-vous de bien retirer la racine de la mauvaise herbe pour éviter qu'elle ne repousse immédiatement. C'est un travail patient, presque méditatif, mais son bénéfice est immense. En libérant ainsi l'espace vital autour de chaque plant, vous lui assurez un accès exclusif aux ressources du sol. Imaginez une course. En éliminant les autres coureurs dès le départ, vous donnez à votre ail une avance considérable pour le reste de la saison. Un sol propre à ce stade, c'est la garantie d'une croissance sans entrave pour les semaines à venir. Après l'hiver, le sol a tendance à former une croûte en surface. La pluie, la neige et le gel l'ont tassé et compacté. Cette croûte est une véritable ennemie pour votre ail. Elle empêche l'air de pénétrer jusqu'aux racines, ce qui est essentiel à leur bon développement. Elle limite aussi l'infiltration de l'eau, qui aura tendance à ruisseler plutôt qu'à hydrater le sol en profondeur. C'est pourquoi la troisième action cruciale est d'aérer le sol. On appelle cela le binage ou le griffage. Munissez-vous d'un petit outil à main, comme une griffe de jardin ou une serfouette. Très délicatement, travaillez le sol en surface,
sur 1 ou 2 cm de profondeur seulement, tout autour de vos plants d'ail. Faites attention de ne pas vous approcher trop près des tiges pour ne pas blesser les bulbes en formation et les racines. Le but est simplement de casser cette croûte de battance. Vous verrez immédiatement la différence. La terre devient plus meuble, plus légère. Ce simple geste mécanique a des effets multiples. Il favorise les échanges gazeux, améliore la pénétration de l'eau et de la chaleur du soleil. Et il perturbe aussi le cycle de germination des graines de mauvaises herbes qui se trouvent en surface. C'est une action 2 en 1 qui prépare le terrain pour la prochaine étape, la nutrition. Votre ail sort de sa dormance hivernale et il a faim. C'est maintenant qu'il entame sa phase de croissance végétative où il va développer un maximum de feuillage. Et plus il y aura de feuilles, plus le bulbe final sera gros, car chaque feuille correspond à une future gousse. Pour soutenir cette croissance explosive, il a besoin d'un nutriment principal, l'azote. C'est donc le moment idéal pour le premier apport nutritif de la saison. Mais attention, il faut choisir le bon type d'engrais. On va privilégier un fertilisant coup de fouet, riche en azote et rapidement assimilable. Plusieurs options biologiques s'offrent à vous. Le sang séché est excellent, tout comme la corne broyée. Vous pouvez aussi utiliser un purin d'ortie dilué, qui est un véritable concentré d'azote et d'oligo-éléments. Épandez votre fertilisant sec au pied des plants, juste avant de griffer légèrement le sol comme nous l'avons vu précédemment, afin de l'incorporer. Si vous utilisez un purin, arrosez directement au pied. Une erreur commune est d'utiliser un compost pas assez mûr. À ce stade, le compost est trop lent à libérer ses nutriments et pourrait même favoriser certaines maladies. Gardez votre bon compost pour plus tard. Ce premier repas de printemps est essentiel pour lancer la machine et assurer un développement foliaire dense et sain. La gestion de l'eau en mars est un véritable jeu d'équilibriste. C'est une période où la météo peut passer d'un extrême à l'autre. Des semaines de pluie continue peuvent succéder à une période de sécheresse venteuse. Or, l'ail a des besoins très spécifiques. Il craint, par-dessus tout, l'excès d'humidité au niveau de ses racines, qui peut entraîner la pourriture du bulbe et le développement de maladies fongiques. En même temps, un manque d'eau à ce stade crucial de croissance du feuillage va freiner son développement et irrémédiablement limiter la taille future de la récolte. Alors, comment faire? La règle d'or est simple, ne jamais laisser le sol se dessécher complètement, mais ne jamais le laisser détremper. Le meilleur indicateur, c'est votre doigt. Enfoncez-le dans la terre à quelques centimètres du plant. Si la terre est sèche sur plus de 2 ou 3 centimètres, il est temps d'arroser. Privilégiez un arrosage copieux mais espacé, plutôt que de petits arrosages fréquents. Arrosez le matin directement au pied des plants, en évitant de mouiller le feuillage. Cela permet au sol de s'imbiber en profondeur et aux feuilles de sécher rapidement, limitant ainsi les risques de maladies. Si votre terre est lourde, argileuse, soyez particulièrement vigilant et n'arrosez que si c'est absolument nécessaire. Une bonne gestion de l'eau maintenant, c'est la meilleure assurance contre la pourriture. Le paillage est l'une des techniques les plus bénéfiques au jardin. Et pour l'ail en mars, c'est une véritable bénédiction. Après avoir désherbé, aéré et fertilisé, l'application d'une bonne couche de paillis va venir sceller tous vos efforts et apporter de nombreux avantages supplémentaires. Mais qu'est-ce que le paillage? C'est simplement le fait de couvrir le sol autour de vos plants avec une couche de matière organique. Vous pouvez utiliser de la paille, des tontes de gazon séchées, des feuilles mortes broyées de l'automne dernier ou encore du broyat de branches, BRF. Appliquez une couche d'environ 5 à 10 cm d'épaisseur sur toute la surface, en laissant un petit espace libre juste autour de la tige de chaque plant pour éviter tout risque de pourriture au collet. Les bénéfices sont immédiats. Premièrement, le paillis va limiter considérablement la repousse des mauvaises herbes. Deuxièmement, il va conserver l'humidité du sol, ce qui vous permettra d'espacer les arrosages. Troisièmement, il protège le sol des changements brusques de température, gardant les racines au frais quand le soleil tape et au chaud lors des dernières nuits froides. Enfin, en se décomposant lentement, il va nourrir la vie du sol et apporter des nutriments à votre ail sur le long terme. C'est un geste simple qui vous fera gagner du temps et améliorera la santé de votre culture. Le printemps est une saison de renouveau, mais c'est aussi la période où les maladies fongiques, endormies pendant l'hiver, se réveillent.
Une surveillance accrue en mars est votre meilleure défense. La maladie la plus courante et la plus redoutable pour l'ail est la rouille. Inspectez régulièrement le feuillage de vos plants. La rouille se manifeste par l'apparition de petites pustules de couleur orange ou brune sur les feuilles. Si vous en apercevez, il faut agir très vite. La première chose à faire est de couper et de détruire immédiatement les feuilles atteintes. Ne les mettez surtout pas au compost, car vous propageriez la maladie. Ensuite, vous pouvez pulvériser une décoction de prêle, qui est un excellent fongicide naturel, grâce à sa richesse en silice qui renforce les tissus des plantes. Un autre problème potentiel est le mildiou, qui se caractérise par des taches jaunâtres sur les feuilles, souvent accompagnées d'un feutrage blanc sur la face inférieure. Là encore, la prévention est la clé. Évitez de mouiller le feuillage lors de l'arrosage et assurez une bonne circulation de l'air entre les plants. Ne plantez pas votre ail trop serré. Un contrôle hebdomadaire minutieux de chaque rang vous permettra de détecter le moindre problème à son tout début, quand il est encore facile de le maîtriser. Attendre que la maladie soit installée, c'est souvent déjà trop tard. En parallèle des maladies, les insectes nuisibles sortent, eux aussi, de leur torpeur hivernale, et les jeunes pousses tendres de l'ail sont un mets de choix. Le principal ravageur à surveiller en début de saison est la mouche mineuse du poireau, aussi appelée teigne du poireau. La femelle pond ses œufs à la base des plants, et les larves creusent ensuite des galeries dans les feuilles et descendent jusqu'au bulbe, provoquant des dégâts considérables. Pour lutter préventivement contre ce nuisible, la meilleure solution est physique, l'installation d'un filet anti-insectes. C'est un investissement, mais il est redoutablement efficace et réutilisable plusieurs années. Posez-le sur des arceaux au-dessus de votre culture d'ail dès le début du mois de mars, avant le début des vols de la mouche. Assurez-vous que le filet affêté est bien tendu et enterré sur les bords, pour qu'aucun insecte ne puisse passer. Cette barrière physique protégera également vos plants d'autres ravageurs potentiels. Si vous ne souhaitez pas installer de filet, des pulvérisations régulières de savon noir dilué peuvent perturber les insectes et limiter la ponte, mais leur efficacité est moindre. Pensez aussi à favoriser la biodiversité dans votre jardin. Les coccinelles, les cirfes et les oiseaux sont de précieux auxiliaires qui se régaleront des pucerons et autres indésirables. Voici une technique un peu plus avancée, mais qui peut faire une grande différence, surtout pour les variétés d'ail à gros développement ou dans les régions venteuses, le buttage. Cette opération consiste à ramener un peu de terre fine au pied de chaque plant d'ail, formant une petite butte d'environ 5 à 10 cm de hauteur. On réalise généralement cette opération lorsque les plants atteignent une quinzaine de centimètres. Quel est l'intérêt? Premièrement, le buttage offre un meilleur ancrage et un meilleur soutien à la plante. En renforçant la base de la tige, on évite qu'elle ne se couche sous l'effet du vent ou de son propre poids, ce qui pourrait entraver la circulation de la sève et donc le grossissement du bulbe. Deuxièmement, cette petite butte de terre protège la partie supérieure du bulbe en formation de la lumière directe du soleil. Un bulbe exposé à la lumière peut verdir et perdre en qualité de conservation. Enfin, le buttage favorise le développement d'un système racinaire plus robuste et encourage la formation de belles têtes bien rondes et bien formées. C'est une opération rapide à réaliser avec une binette ou à la main. Prenez simplement soin de ne pas recouvrir le cœur de la plante. C'est un petit effort supplémentaire qui sera récompensé par des bulbes plus beaux et plus sains. Enfin, arrivons au 10e et dernier geste, celui que beaucoup de jardiniers négligent. En mars, il ne s'agit pas seulement de réagir à l'hiver, mais de planifier activement l'été. C'est le moment de penser à la hampe florale. Pour la plupart des variétés d'ail, notamment l'ail à col dur, une tige florale va se développer à partir du mois de mai ou juin. C'est ce qu'on appelle la fleur d'ail. Or, la production de cette fleur et de ses graines demande une énergie considérable à la plante. Toute cette énergie sera détournée du développement du bulbe. Le geste critique est donc de planifier la suppression de cette hampe florale dès son apparition. En mars, notez dans votre calendrier de jardinage ou mettez une alerte sur votre téléphone pour la fin du mois de mai. Vérifiez et coupez les fleurs d'ail. Ce simple rappel vous assurera de ne pas oublier cette étape cruciale. En coupant la hampe florale dès qu'elle mesure une dizaine de centimètres et qu'elle a fait une ou deux boucles, vous forcez la plante à rediriger toute son énergie vers le bulbe.
Des études ont montré que cette simple action peut augmenter le poids final du bulbe de plus de 30%. C'est le secret pour passer d'une récolte correcte à une récolte exceptionnelle. Anticiper maintenant, c'est récolter abondamment plus tard. Et voilà. Vous connaissez maintenant les 10 commandements du jardinier pour un ail parfait en mars. Récapitulons rapidement. On commence par un diagnostic complet. On enchaîne avec un désherbage manuel minutieux. On brise la croûte du sol pour l'aérer. On donne un premier engrais, coup de fouet, riche en azote. On gère l'eau avec précision. On installe un paillage protecteur et nourricier. On surveille l'apparition des maladies comme la rouille. On se protège des nuisibles. On bute les plants pour les renforcer. Et enfin, on planifie la suppression de la hampe florale. Chacun de ces gestes, réalisés au bon moment, contribue à transformer un démarrage de saison potentiellement risqué en une promesse de récolte abondante. Mars n'est pas seulement un mois de sortie d'hiver, c'est le véritable mois de construction de votre future récolte d'ail. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ces conseils vous seront précieux. Et maintenant, c'est à vous. Quel est votre plus grand défi avec l'ail ce printemps? Est-ce la météo, les maladies, les mauvaises herbes? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. J'ai hâte de vous lire et d'échanger avec vous. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu et de vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs conseils de jardinage. À très bientôt au potager.